hello mes lovers, comment allez-vous? Surtout en ce moment spécial que nous traversons. Mais moi je vais bien, j'avoue que j'ai l'immense plaisir, la grande joie d'être avec Guillaume de Brébisson que je viens rencontrer, et justement nous allons parler de confinement et couple. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Michel. Je suis ravie que tu aies accepté de me rencontrer. Tu es sexologue, tu es thérapeute de couple et tu es psychocorporel. Thérapeute psychocorporel, sexothérapeute et thérapeute de couple. Voilà, ok. Mais je sais que quand j'ai lu ta biographie, elle est beaucoup plus riche. Et est-ce que tu veux bien nous compléter cette présentation qui, à mon sens, est très réductrice de ton vrai parcours? Écoute, mon parcours, il n'est pas si extraordinaire que ça. J'ai démarré en étant journaliste. Voilà. Dans mes jeunes années, j'étais journaliste. Ce qui veut dire que, d'une part, j'écrivais, d'autre part, je faisais, comme tu en fais aujourd'hui, des interviews très fréquemment, j'adorais ça, et puis je rencontrais des gens très différents, et donc j'écoutais et je témoignais de parcours très différents. Et puis après quelques années, j'ai décidé de monter ma propre entreprise parce que je suis assez indépendant dans l'âme. Et cette entreprise, c'était une entreprise de presse, mais elle m'a amené à faire des traductions. Et donc j'ai en fait développé une activité de traduction. Et après des hauts et des bas et des malheurs, parce que cette entreprise a fermé à un moment donné, je me suis retrouvé dans une période de plusieurs années où je n'ai pas travaillé et où j'étais vraiment dans un processus de transformation très profond, à l'issue duquel j'ai monté une autre société de traduction différente de la première, et puis tout ça m'a amené, chemin faisant, à plonger dans les questions de développement personnel, de psychothérapie, de thérapie donc psychocorporelle, c'est-à-dire où on travaille avec le corps directement. Ça m'a amené aussi à faire du tantra. Le tantra m'a amené à la sexothérapie, et la sexothérapie m'a amené à la thérapie de couple. Donc, de mon point de vue, tout ça est parfaitement cohérent. Mais c'est toujours bien, enfin, de savoir, d'avoir je dirais le background, d'avoir ça me vient en anglais. Mais dis-le en anglais. Oui, d'avoir la vue d'ensemble, voilà. Et tu es aussi, tu as écrit le guide du confinement réussi en couple. Voilà. Yes. C'est ça. Le petit guide du confinement réussi en couple. Et justement, notre conversation du jour ça va être la thématique, comment réussir le confinement en étant en couple. Oui, alors, il y a plein de recettes, mais il y en a une qui est essentielle, c'est dialoguer. Absolument. Et aujourd'hui, par rapport à la situation que nous traversons, donc il y a un impact pas que pour les couples, mais ce soir on va parler de couple. Quelles sont les difficultés majeures que rencontre le couple, difficultés, défis majeurs des couples aujourd'hui face au confinement? Alors le confinement c'est une épreuve. C'est une épreuve individuelle bien sûr. Mais c'est une épreuve encore plus importante lorsqu'on est en couple, parce que chacun est confronté à un degré d'angoisse tout à fait inhabituel, totalement anormal, et n'est pas seulement confronté pour lui-même, il est également confronté à l'angoisse de l'autre, et l'angoisse de l'autre recharge la sienne. Donc on est dans un système vraiment terrifiant, quoi, où on est toujours plus angoissé.
Et alors que, par exemple, quand on regarde un film d'horreur, il y a toujours un moment où on est soulagé, c'est fini, le héros a gagné, enfin bon voilà, ça va mieux quoi. Là, on ne sait pas quand ça va se produire ça. On attend ce soulagement tous, mais on sent bien que la menace est toujours permanente. Alors, bon, individuellement déjà c'est dur. En couple c'est terrible parce que en couple, la première réaction en fait de deux personnes qui sont confinées, c'est-à-dire qui sont dans un espace dont elles ne peuvent pas sortir, c'est une réaction qui est une réaction d'agression. Et cette réaction d'agression, c'est une réaction qui est normale, qui est animale, ça a été prouvé à de multiples reprises. Et cette agression de l'autre, quand on ne peut pas partir et qu'on est sous angoisse, sous stress, cette agression nous permet de nous maintenir, nous, dans un état psychocorporel, justement, un état général suffisamment bon. Donc ça veut dire que quand on est en couple, dans un appartement petit par exemple, dont on n'a pas le droit de sortir parce qu'on est dans cette période de confinement, pour être bien soi-même, au bout d'un certain temps, variable selon les personnes, mais tout de même assez rapide, la solution c'est d'agresser l'autre. Alors l'autre, il n'est pas content, mais sa solution à lui, c'est de nous agresser nous. Oui. Et ça, ce serait pas grave si ça durait une semaine. Le problème, c'est que ça dure beaucoup plus longtemps. On ne sait pas exactement combien de temps, quand est-ce que ça va s'arrêter. Ce qui rajoute une couche d'angoisse supplémentaire. On laisse voir à son conjoint tous les mauvais côtés de soi. Et on ne voit plus que ses mauvais côtés à lui. Alors on est dans une situation douloureuse, dont il est difficile de sortir, c'est vrai quand même. Mais c'est vrai que là on vient de dépeindre un tableau qui est en même temps la réalité. Et c'est pour ça qu'on en parle. Mais ce qu'il y a, c'est que heureusement qu'il y a des solutions. Oui. Mais pour rentrer un peu plus on dit, j'ai parlé des difficultés, des défis, mais quels sont dans le guide par exemple, tu as parlé, en fait, tu as énuméré des différentes dimensions du couple qui sont impactées. La dimension de l'espace par exemple. Voilà, il y a l'espace. L'espace, évidemment, quand on est confiné quelque part. Donc ce quelque part, c'est le lieu où on se trouve, et donc c'est avant tout un espace. Cet espace, imaginons qu'on parle d'un couple qui est dans un 2 pièces. Cet espace, il est composé de plein de sous-espaces. Chacun de ces sous-espaces a une fonction habituelle. Par exemple, la table où on mange le soir, quand on se retrouve après le bureau, elle a cette fonction à la fois de retrouvailles, de table de cuisine, salle à manger, salon, et elle est utilisée essentiellement le soir, et puis au moment du petit déjeuner en vitesse, et puis le week-end. Bon. Mais tous ces sous-espaces se retrouvent modifiés dans leur fonction pendant la période de confinement. Ce qui fait que la même table de salle à manger dont je parlais là, ça va devenir peut-être une table qui va être utilisée toute la journée pour travailler. Et là, on va se retrouver confronté presque tout de suite à des questions de l'ordre de mais à qui elle est cette table? À qui il est cet espace? Est-ce que c'est moi, l'homme par exemple, qui travaille là? Ou est-ce que c'est ma femme? Et pourquoi ça serait elle et pas moi? Et pourquoi ça serait moi et pas elle? Et donc tout de suite, on entre dans une lutte de territoire. La lutte de territoire, c'est un truc animal aussi. Mais qu'est-ce qu'ils font les animaux dans les forêts? Ils font pipi partout. Pour dire, là, c'est moi. Donc toi, tu vas pas. Bon alors, on va pas faire pipi dans l'appartement. Hein. Non, on va éviter ça. On va éviter. Mais on a ce problème-là. Ça veut dire aussi que partout où on se déplace avec son propre territoire. Donc j'emmène avec moi mon espace
composé du bureau, de l'ordinateur, de la télé, de ceci, cela. Mais l'autre aussi, il a droit à ça. Simplement, habituellement, les horaires font qu'on n'a pas des usages concurrents et simultanés. Et là, au contraire, justement, on est confronté tout le temps au fait qu'on est coincé avec l'autre, qu'on doit que tous ces espaces s'entrechoquent. Il y a plein d'exemples. Il y a l'exemple du bureau, il y a l'exemple du canapé. Qui se met sur le canapé? Pourquoi et quelle fonction ça a? Et qu'est-ce que ça fait à l'autre de voir son conjoint affalé sur le canapé toute la journée? Tout ça, ça vient piquer, cogner, agresser chacun de nous dans sa part animale. Donc, on a des réflexes qui sont des réflexes qui viennent de très loin et qui ne sont pas tellement compatibles avec l'amour conjugal heureux et harmonieux, quoi. Il y a des solutions, bien sûr. La première chose, c'est que je pense qu'il est très important de définir ensemble un espace du couple à l'intérieur de l'espace. Ça peut être presque rien. Ça peut être un rebord de cheminée, par exemple. Et ça, on dit, ça nous représente. Alors, si c'est un rebord de cheminée, on va mettre une photo du couple, en vacances, souriant, aimant, ou une photo de mariage, ou quelque chose de sympa. On va mettre des petits objets qui vont symboliser l'amour qu'on se porte. On peut même mettre une petite bougie, pourquoi pas. Et ça symbolise l'espace du couple. Le simple fait que le couple ait un espace à l'intérieur de l'espace commun, ça permet que le couple ne soit jamais privé d'espace quand c'est l'un qui prend l'ordinateur ou la télé, etc. Et puis après, il faut discuter. Hein. Il faut discuter pour dire, bon voilà, par exemple, moi je me souviens de cas où il y avait un seul ordinateur dans la maison et 2 personnes qui télétravaillaient. Bon, ces cas-là, en fait, sont résolus maintenant, parce que c'était des problématiques du premier confinement, du début du premier confinement. Et maintenant, ce problème ne se pose plus. Mais d'autres se posent. Mais comme tu dis, même pour ça, tu l'as dit, la solution, c'est d'ouvrir le dialogue. Oui. Et de définir, de parler. Et d'ailleurs, dans le guide, tout au long, tu as utilisé le dialogue selon la méthode Imago. Ouais. Et je vous invite vraiment à aller le voir dans le guide. On ne va pas le faire en détail là, mais qui ouvre un espace pour que chacun puisse, dans le respect de soi et de l'autre, chacun puisse se déposer et communiquer à l'intérieur de cet espace-là, redéfinir les choses, à quel moment, après qu'on vit un peu en négociation, si on peut dire ça comme ça. Bien sûr. Ok. Donc il y a le défi, on va dire, mais dans l'espace, et il y a aussi le couple face aux peurs. Oui. Le couple face aux peurs. Alors le confinement, c'est une période qui, à cause de l'angoisse qui est vraiment immense, qui est générée par la maladie elle-même, par tous ces chiffres qu'on voit sans arrêt, tant d'hospitalisation, tant de réanimation, tant de morts hier et demain, qu'est-ce que ça sera, etc. Une angoisse qui est liée aussi à la situation économique, qui est très mauvaise. Il y a beaucoup de licenciements, on n'en parle pas tant que ça, mais en fait, il y a énormément de licenciements. En ce moment, les petits commerces sont fermés. Et chaque propriétaire de petit commerce se demande s'il va pouvoir réouvrir ou pas à la fin du confinement. Et s'il ne peut pas rouvrir, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Donc tout ça, ce sont des angoisses. Et en dehors des angoisses individuelles, il y a une angoisse diffuse, une angoisse même mondiale, dans laquelle on est tous immergés.
toutes ces angoisses viennent stimuler des peurs individuelles. Est-ce que j'ai peur de mourir? Est-ce que j'ai peur d'être hospitalisé? Est-ce que j'ai peur d'être intubé? Est-ce que j'ai peur de soudainement ne plus voir les miens? Est-ce que j'ai peur de mourir sans pouvoir leur dire au revoir? Est-ce que j'ai peur de transmettre le virus à mon conjoint ou à mes parents ou à mes beaux-parents? Est-ce qu'il y a plein de raisons d'avoir peur? Toutes ces peurs s'entassent et comme on est tous les deux ensemble, on fait ce qu'on fait d'habitude avec les peurs, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Et ça, c'est absolument catastrophique parce qu'une peur qu'on ne verbalise pas, elle nous ronge de l'intérieur. Et comme on est dans la peur, qui vient donc se rajouter à l'angoisse, et qu'en plus de ça, on est confiné à deux, c'est-à-dire dans cette logique animale dont je parlais tout à l'heure, qu'on est porté à s'agresser, ça veut dire qu'on a une quantité de stress intérieur qui est à la limite du supportable. Ça veut aussi dire que notre cerveau reptilien, le plus ancien cerveau, est à la commande en permanence. Le cerveau reptilien, il agit quand on est sous stress. Alors là, on est sous stress. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il sait faire, le cerveau reptilien? Presque rien. Il sait attaquer, il sait fuir. Mais là, il ne peut pas fuir. Et là, il ne peut pas. Il sait se figer. Et il sait s'abandonner ou s'offrir. Alors, je ne peux pas fuir. Je passe mon temps à m'engueuler avec mon conjoint, c'est-à-dire que je passe mon temps à combattre, donc à attaquer. Se figer, eh bien oui, on est nombreux à se figer. On est nombreux à attendre que ça passe, à être un peu sonné, un peu dans une espèce d'anesthésie. Et puis, s'offrir, s'abandonner, bah, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui le fassent en ce moment. Mais c'est aussi une réponse qui ne sert pas à grand-chose. Et donc, c'est ce cerveau-là qui est encore aux commandes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a peur comme ça et que son conjoint a peur? Ce qu'on peut faire, à nouveau, c'est en parler de manière structurée, en respectant les étapes du dialogue imago dont tu parlais tout à l'heure, qui est un dialogue qui est magnifique, qui est très structuré, qui a un côté un peu inhabituel au début, il faut s'y faire, quoi, ce dialogue-là, mais qui va permettre de découvrir, par exemple, les peurs de son partenaire. Et là, on va déposer quelque chose qui va apporter beaucoup de soulagement et d'apaisement dans la relation. Parce que si je sais que la peur principale de mon épouse, c'est, je sais pas moi, que sa peur principale, ça soit par exemple de me voir, moi, être emmené à l'hôpital sans avoir de nouvelles de ma part, eh bien, je vais peut-être lui dire des choses importantes, et puis je vais être conscient de cette peur. Et si moi, je peux déposer auprès d'elle ma propre peur, qui va être différente de la sienne, elle aussi, elle peut me reconnaître dans quelque chose de très profond, parce que ces choses-là, on ne se les dit pas. On se les dit pas, et c'est une erreur. Donc là, voilà, dans le petit guide, il y a vraiment une structure pour le dialogue sur les peurs qui est très importante. Les peurs, ça peut aussi être, puisqu'on parle de dialogue, il peut aussi y avoir un dialogue sur « et si je devais mourir ?» Ok, on est bien obligé d'en parler, c'est quand même ça qui se passe autour de nous. Donc, et si je devais mourir, qu'est-ce que je veux te dire à toi que j'aime, avec qui je vis depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou plus encore? Qu'est-ce que je veux que tu saches vraiment? Eh bien, c'est le moment de vous le dire, ça. C'est le moment de vous le dire. Le simple fait de l'avoir fait, avoir dit le truc essentiel que vous allez, si jamais vous devez être amené à disparaître, ça aussi, ça va poser quelque chose dans la relation. Ça va détendre et ça va permettre que la quantité d'agression baisse, quoi. Rappelez-vous le 11 septembre 2001. Vous vous souvenez? Les avions qui sont rentrés dans les tours, qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens qui étaient dans les avions? Ils ont pris leur téléphone, ils ont rappelé leurs proches, ils ont dit je t'aime. Mais ils pouvaient. Si demain, toi, moi ou vous,
on va à l'hôpital et qu'on se retrouve en réanimation, on n'aura pas le droit de faire ça. Donc c'est le moment de le faire. Ouais. Et si vous n'allez pas en réanimation, tant mieux. Mais écoute, on a ce sentiment que ça n'arrive qu'aux autres, mais tu vois, moi, c'est arrivé pas à moi directement, mais à ma cousine qui a perdu son mari, on a à peu près le même âge, quoi, donc personne ne s'y attendait, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en réanimation, et le fait est que, bon, ben, comme tu le dis si bien, bon, c'était un couple très soudé, mais c'est vraiment le moment de, effectivement, de se dire les choses, Oui. et ne pas mettre le focus que sur ce qui ne fonctionne pas. Bien sûr. Okay. Donc on a parlé de peur. Une autre dimension qui est très 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 importante aussi, qui est impactée, c'est le temps du couple. Le temps, la temporalité. Tu as parlé beaucoup de temporalité, Oui. du rythme qui est déséquilibré. Est-ce que tu veux bien... Oui, hors confinement, on est pris dans un rythme de vie, voilà, tout simplement. Souvent, on se lève tôt le matin, on va un peu vite parce qu'on est un peu pressé, puis ensuite on a un temps de trajet pour aller travailler, puis après on travaille pendant une certaine durée. Ensuite on revient, parfois il faut aller chercher les enfants chez la nounou, à la crèche ou je sais pas quoi, peut-être acheter des baguettes ou je sais pas, et puis on revient chez soi, et le soir, la soirée se déroule suivant un rituel presque immuable. Bon, on va se coucher toujours plus ou moins à la même heure, tout ça. Et puis on a un autre rythme qui est le rythme du week-end, et puis on a encore un autre rythme quand c'est les vacances, et puis tout ce rythme de vie là, il s'inscrit dans un rythme personnel, biologique, et ce rythme biologique, il s'inscrit aussi dans un rythme qui est différent suivant l'âge qu'on a. On ne vit pas de la même manière et on ne se projette pas de la même façon à 25, 35, 45 ou 65 ans ou 85 ans. Tout ça s'imbrique et ça nous définit quelque part. Et dans ces rythmes, il y a aussi un rythme pour le couple. Quand est-ce qu'on est ensemble, quand est-ce qu'on fait l'amour, quand est-ce qu'on regarde la télé ensemble, ou je sais pas quoi, ou qu'on va se promener. Voilà. Tout ça, complètement bouleversé par le confinement. Puisqu'on ne peut plus sortir, eh bien, on n'a plus de temps de trajet pour aller au bureau. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le bureau, c'est la maison. Alors, pour ceux qui télétravaillent, donc, pour ceux qui télétravaillent, ça veut dire quoi? Ils vont démarrer plus tôt? Ils vont arrêter plus tard? Qu'est-ce que ça change dans le rythme? Et si ça change pour moi, par exemple, je me dis, avec le télétravail, j'ai plus de temps de trajet, donc c'est cool, je démarre plus tôt, et puis peut-être que je pourrais terminer plus tôt, par exemple. Mais mon conjoint, peut-être que lui, il télétravaille autrement. Donc on va se retrouver avec des rythmes concurrents à l'intérieur du même espace, et on va s'apercevoir qu'on ne dîne plus à la même heure, on ne prend pas le petit déjeuner pareil. Peut-être qu'on va se mettre à se croiser là où on se retrouvait, ou à se retrouver à des moments où normalement on n'était pas ensemble. Tout ça a un impact sur notre équilibre intérieur, sur notre biorhythme. Plus rien ne fonctionne pareil. Alors là aussi, il y a des solutions. Et là aussi, une des solutions, c'est de définir un temps du couple. Alors le temps du couple, qu'est-ce que c'est? C'est, je sais pas, par exemple, tous les soirs, de 18h à 20h, vraiment, on est ensemble. On est ensemble, ça veut dire que, ça ne veut pas dire on regarde la télé ensemble. Ça veut dire on dialogue. On se raconte notre vie, on se raconte notre journée, etc. Ça a l'air ridicule parce qu'il était là toute la journée. Non, c'est pas ridicule. Il y a des tas de trucs que vous avez fait et que votre conjoint ne sait pas. Des gens avec qui vous avez parlé au téléphone, des SMS que vous avez envoyés, des trucs. Tout ça, ce temps de partage, c'est très très important de le conserver. Et si vraiment vous sacralisez, c'est-à-dire vous définissez et vous respectez, vous cadrez un moment de la journée pour votre couple, à ce moment-là, tout le reste de la journée, vous pouvez
avoir une vie plus individuelle. C'est pas gênant, ça ne vient pas mordre sur votre couple. Voilà, donc ça c'est un des aspects effectivement des temps du couple et du temps du couple qui sont à retrouver. Ouais. Et ce temps-là, littéralement, ça permet au couple de rester connecté ou de se connecter aussi. Parce que dans cette histoire, c'est la déconnexion qui peut tuer la relation, quoi. Et c'est pas parce qu'on est dans le même espace qu'on est connecté. Donc il faut aller provoquer, aller chercher cette connexion, enfin la faire exister. C'est très important que tu parles de ça. Vraiment, c'est fondamental. En fait, ce qui se passe, c'est que bien souvent, quand on est justement en couple enfermé comme ça, dans un espace clos, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vivre côte à côte. Chacun son truc, chacun c'est WhatsApp, chacun c'est... Il y a de quoi faire. Hein. Voilà, il y a de quoi faire avec WhatsApp. Chacun son petit domaine. C'est pas mal de faire ça, parce que ça permet de préserver l'intégrité individuelle. Donc c'est important. Mais si on se contente de vivre côte à côte, eh bien il n'y a plus de couple. Et s'il n'y a plus de couple, pendant un temps prolongé, il n'y a pas de couple à la fin non plus. C'est normal que ça se termine par une séparation, ce genre de truc. C'est quasi inévitable. Il est nécessaire qu'il y ait des temps de couple qui sont effectivement des temps de connexion. Pourquoi la connexion est si importante? La connexion est fondamentale parce que la connexion, c'est un besoin animal. C'est un besoin que les chats, les chiens, les vaches, tous les animaux que vous voulez, ont ce besoin de connexion. Et les petits-enfants aussi. On sait très bien, ça a été prouvé par de multiples expériences, on sait très bien qu'un bébé, humain ou un bébé singe par exemple, préfère être en lien avec quelqu'un quitte à ne pas manger, que manger sans être en lien avec quelqu'un. J'ai vu il n'y a pas longtemps une expérience qui avait été faite sur des lapins. Des lapins à qui on injectait le virus on injectait un cancer, pas un virus, un cancer. Alors on injecte le cancer au lapin, et puis il meurt. Quoi. Donc on fait des mesures, savoir combien il y a de lapins qui meurent, tout ça, en fonction de quel cancer, etc. etc. Et puis, il y a un ensemble de lapins qui ne mouraient pas du tout dans les mêmes proportions. Au lieu de mourir à 60 ou 70% de la cohorte, on mourait à 20, 25, 30%. Et on a cherché pourquoi. C'est parce que le gars qui piquait les lapins en leur balançant le cancer, avant il les caressait, il leur parlait. Voilà, donc c'est quand même rigolo. On a besoin de la connexion et cette connexion nous protège. C'est vraiment un besoin fondamental, très très important. Et alors pourquoi on est en couple? On est en couple pour la connexion. Et évidemment qu'on est en couple pour la connexion. Quand on est bébé, on a sa maman, quand tout va bien. Et quand on est adulte, eh bien, on a besoin d'un autre adulte pour se connecter, pour retrouver cette sécurité qui est créée par la connexion. D'ailleurs, faire l'amour, c'est ça. Hein. Faire l'amour, c'est se connecter. C'est vraiment la méthode de connexion qui marche presque à tous les coups. Donc, il y a vraiment, c'est très très important. Et donc, c'est pas parce que vous êtes ensemble tout le temps que vous êtes connectés. Pour être connecté, il faut se voir, se parler, se regarder dans les yeux, se toucher, s'enlacer, s'embrasser et être en lien. C'est pas obligé de se connecter tout le temps. 1 heure par jour, c'est super. 1 heure par jour, 2 heures, magnifique. Le reste du temps, faites ce que vous voulez. Mais ça vous nourrit et ça vous protège. Et ça joue sur votre immunité. Ça vaut la peine en période de pandémie de savoir des choses comme ça. Plutôt voir et c'est ce que, heureusement, plein de couples sont arrivés à faire. Pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le guide comme celui que tu as écrit, c'est juste, comment appeler ça? C'est une ressource extraordinaire. Parce que si tant est que on choisit
de faire de cette situation, si on choisit de faire du pépin une pépite, je ne dis pas que c'est facile, mais parce qu'on a ce désir d'y arriver ensemble, ben, on va chercher les ressources. Oui, en fait c'est assez simple. Ce qui compte dans ce que tu viens de dire, je trouve vraiment important, c'est que lorsqu'on est ensemble, en couple, on est ensemble parce qu'on s'aime. Souvent on oublie ça. A priori. Hein. A priori, quand on est ensemble, c'est parce qu'on s'aime. Voilà. Un jour, on s'est rencontrés, on s'est aimé très fort, et on s'est dit, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre, donc on s'installe ensemble. Donc on devrait être très heureux du confinement. Pas du tout, on est furieux. Pourquoi? Parce qu'on nous oblige à vivre avec la personne qu'on aime. Il y a quelque chose qui coince. On est d'accord, ça ne marche pas, il y a un problème. Ce qui se passe, c'est qu'au lieu de considérer que parce que vous êtes dans une situation de stress, vous allez faire comme les petits animaux dont je parlais tout à l'heure, vous combattre, en fait, la bonne attitude, c'est pas ça du tout. La bonne attitude, c'est de se dire super, j'ai un partenaire, c'est magnifique, on va affronter ça ensemble. C'est à ça que ça sert à être en couple. D'ailleurs, pourquoi vous êtes en couple? Vous êtes en couple parce que vous aimez la personne avec qui vous êtes installé avec elle pour ça. Du coup, vous êtes en couple pour faire l'amour avec elle, ou en tous les cas, vous connectez beaucoup. Et vous êtes en couple avec cette personne installée ensemble parce que vous êtes heureux, sécurisé d'avoir un partenaire sur qui vous pouvez compter en cas de coup dur. Et bien ça y est, le coup dur, il est là, formidable. Bien dit. Voilà. Donc c'est là qu'il et d'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, pour rebondir là-dessus, il y a ces couples-là justement qui ont capté ça et qui se sont ressoudés parce que le Covid est comme, c'est ce que tu disais dans ton guide, comme un intrus, c'est comme l'ennemi, enfin le danger, et on se met ensemble pour faire face et ne pas laisser entrer, détruire ce qu'on a construit. Et je trouve que voir les choses comme ça, attention, danger, il y a un élément, un intrus, et nous, on fait, et on sait que l'union fait la force. Oui, c'est exactement ça. Le Covid, le virus, c'est un tiers dans le couple. Un tiers. Là, on dit souvent, on parle souvent de tiers dans le couple quand il y a une liaison. Quand il y a un des deux qui a une liaison extra-conjugale, en fait, l'autre, il le sait sans savoir. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, etc. Il sent le tiers, il sent l'introduction d'une troisième personne. Et bien là, l'amant, c'est le virus. Sauf que on n'a pas tellement envie de vivre avec lui, mais on est obligé. Et on aimerait bien le vivre avec lui que de temps en temps, sauf qu'en fait, c'est 24 heures sur 24. C'est-à-dire que le virus, il s'est invité dans la relation, et on est bien obligé de le considérer. Pour le considérer et pour le combattre, il faut être à deux, il faut être ensemble, c'est sûr. Pour avancer là-dessus, il y a une autre dimension qui est à regarder, que tu as abordé avec beaucoup de pertinence dans le guide, c'est les conflits. Parce que tout ça, ça génère... T'en as parlé un peu, ça, le fait de se retrouver, de l'espace, la peur, tout ça, ça génère le conflit. Et comment gérer justement? C'est incroyable la quantité de conflits qu'on peut vivre en ce moment, tellement il y a d'occasions. C'est quand même fou, quoi. Alors, comment faire? D'abord, il y a un travail vraiment individuel à faire, de positionnement, qui est de reconnaître que nous sommes dans une situation particulièrement difficile, que la plus grande part justement des conflits qu'on va vivre ensemble en couple ne sont pas liés à l'autre, mais sont liés à la situation. Bien se souvenir qu'on a ces réflexes archaïques, animaux, qui consistent à nous combattre les uns les autres quand on est enfermé dans un lieu dont on ne peut pas sortir et soumis à une agression. Ça, c'est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc avoir ça en tête et donc ne pas
comment dire, sauter sur chaque occasion de conflit, quoi. Donc ça, c'est vraiment bien l'avoir en tête. Et puis, il y a aussi autre chose qu'on peut faire, et cette autre chose, c'est de voir le bon, de voir ce qui marche, de tout le temps recharger la quantité d'amour qui est entre nous. Et il y a plein de manières de faire ça. Il y en a une que j'aime beaucoup parce qu'elle est super facile, qui s'appelle les 3 kiffs par jour. 3 kiffs par jour, c'est quoi? Dans chaque journée, vous pouvez, même si dans la pire journée que vous avez vécue, il y a au moins 3 moments qui sont chouettes. Ça peut être n'importe quoi. Par exemple, le jour où on a enregistré cette vidéo, le temps était pourri jusqu'à 10 h du matin. Franchement, j'étais persuadé qu'on allait passer un week-end sous la flotte. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, tout à coup, vers 11 h midi, il y a eu un soleil magnifique. Et en fait, on a passé une journée magnifique. Bon, ben ça, c'est un kiff, par exemple. Moi, j'ai aimé voir ce soleil arriver, etc. Ça peut être à midi, on a super bien déjeuné. Ah, toi, je sais pas, mais nous, super bien. Et puis là, moi, je passe un bon moment. Absolument. Voilà, 3 kiffs. 3, c'est facile. Alors regarde, on est à la fin de la journée. On est dans notre temps couple. Quand on a dit que de 18 h à 20 h, c'était un temps couple. Et là, je te dis, écoute Michel, je voulais te dire, moi, aujourd'hui, j'ai vécu 3 moments super. Il y a eu ce moment, tu sais, où le soleil est arrivé, alors que je pensais que vraiment on allait passer le week-end sous la flotte. Ça m'a fait du bien, ce soleil, aujourd'hui. Il y a eu ce moment d'interview. Ça, c'était chouette. Quel temps partagé, c'était vraiment super. Et puis, j'ai vachement bien déjeuné. C'était bon. Et alors, Michel, elle me fait le miroir de ça. Le miroir, c'est je t'entends me dire que pour toi, aujourd'hui, il y a eu 3 moments, etc. Et tu les redis. Et après ça, tu me dis tes 3 kiffs à toi. C'est quoi tes 3 kiffs aujourd'hui? Alors, je commence par le moment d'interview, ce moment qu'on est en train de partager. Ouais. Quand je suis arrivée, il faisait beau. Moi, je suis sortie un peu de mon appart et puis j'ai respiré un bon coup. C'était carrément kiffant. Et puis, ce matin, c'est quand je me suis réveillée. J'étais bien, j'étais au chaud dans mon lit et j'ai remercié la vie et c'était un grand kiff aussi. Super, donc je t'entends me dire qu'aujourd'hui, tu as eu 3 grands kiffs. D'abord en te réveillant ce matin, parce que tu étais au chaud, tout ça dans ton lit, c'était bon, et tu as remercié la vie parce que c'était vraiment super agréable. En venant jusqu'ici, parce que ça t'a amené à quitter ton appartement en plein temps de confinement et à respirer un bon coup. Et puis là, tu trouves qu'on passe un moment sympa. Bon, c'est pas compliqué, ça dure quoi? 3 minutes? Voilà, je te dis 3 kiffs à moi, tu me dis 3 kiffs à toi, je te les renvoie par le miroir, tu me les renvoies par le miroir. Ah. Reconnexion ou connexion. On n'est pas dans l'agression là. Ça va. Et si chaque jour vous cherchez les 3 bonnes choses, eh bien votre vie elle va aller mieux parce que vous allez reprogrammer ce système intérieur qu'on a tous qui nous fait considérer ce qui va mal avec plus d'importance que ce qui va bien. Alors que quand on décide de faire l'inverse, la vie change. Tout à coup, il n'y a plus que les trucs qui vont bien. On ne voit plus que ça. Absolument. Ça, c'est vraiment une discipline, quoi. Hein? Une vraie discipline. Et il faut faire ça en couple, c'est super. Ça, c'est un truc pour les conflits, par exemple. Ça ne vous évite pas un conflit qui se produit, ça vous force à voir tout ce qu'il y a de positif et du coup à diminuer la place du conflit. Et revenir avec... aborder le conflit aussi avec le dialogue imago que tu as. Ça, c'est, encore une fois, on ne va pas le répéter, mais vous allez voir quand vous allez le lire, prenez vraiment le temps de le faire et passer le conflit. Le dialogue imago, alors imago, c'est pas de moi, hein. Imago, c'est une méthode relationnelle qui a été inventée
dans les années 1980 par un homme qui s'appelle Harvey Lendix et par sa femme qui s'appelle Helen Lakelly Hunt. Et puis ils ont monté cette méthode, ils ont formé les thérapeutes, etc. etc. Le dialogue imago, le conflit classique, c'est on s'engueule et ce qu'on veut c'est avoir raison et que l'autre ait tort. Hein, c'est ça l'histoire. Non, c'est moi, non, c'est moi, machin. Bon. Ça mène nulle part, et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On claque la porte et on s'en va. Sauf que là, justement, on ne peut pas. Et ça ne sert à rien. C'est juste une décharge. Si, ça sert à détruire. Oui, ça permet de décharger, ça permet de détruire un peu la relation. Si on a un problème, on peut en parler avec la méthode Imago. La méthode Imago, ça amène la personne qui amène le problème à dire ce que ça lui fait à elle, avec interdiction de dire quelque chose sur l'autre. Donc, au lieu de dire j'en ai marre que tu claques la porte à chaque fois que tu sors de la pièce, on ne dit pas ça. On dit, quand j'entends la porte claquer, mon cœur sursaute. Et quand mon cœur sursaute, ça me fait une angoisse. Et cette angoisse, après, je la ressens dans mon ventre. Et puis on dit aussi, ça me rappelle, quand j'étais petit, mes parents se disputaient souvent, et mon père, il partait en claquant la porte, et ça faisait un bruit dans toute la maison. Et après, on avait peur, parce qu'on ne savait pas comment il allait revenir, par exemple. Hein. Et là, vous avez ces personnes quand vous dites ça. Donc l'autre, il comprend pourquoi la porte claquée, c'est tellement douloureux pour vous. Et vous n'êtes pas en train de lui dire « Arrête de claquer la lourde !» Vous lui dites « Voilà ce que ça me fait à moi. » Ça change tout. Et lui, il va pouvoir vous dire aussi « Eh ben moi, je claque la porte quand je suis très en colère, parce que la colère, ça me fait ci, ça me fait ça, ça me rappelle ça, etc. Quand tu me cries dessus, par exemple. Quand tu me cries dessus, pour moi, c'est insupportable. Parce que ça me fige, par exemple. Ça me rend, j'ai un grand froid à l'intérieur de moi. Et ça me rappelle la façon dont mon grand frère hurlait tout le temps sur mon petit frère. Et ça me rendait malade parce que je savais que je ne pouvais rien faire. Et alors, pour moi, quand je vois ça, j'ai besoin de partir. Et pour ça, il faut que je casse quelque chose, que je fasse plus de bruit que les cris. Par exemple. Quand chacun s'est expliqué, eh ben, évidemment que celui qui claque la porte, il n'a pas envie vraiment que son conjoint soit plein d'angoisse, se rappelle son père qui était violent, etc. Et évidemment que celui qui crie, il n'a pas envie que son conjoint soit replongé dans des souvenirs d'enfance douloureux pour lui. Donc naturellement, le problème, il ne se résout pas, il se dissout, c'est-à-dire qu'il disparaît, parce que naturellement, on ne va pas refaire quelque chose qui fait souffrir le conjoint. Voilà, et ça c'est une bonne manière d'aborder les difficultés de la vie quotidienne qui donnent lieu habituellement à des conflits. Et en plus, après, ce genre cette approche, elle devient, à force de le faire, ça s'installe en fait. Oui, tout à fait, absolument, ça devient naturel. Ça devient naturel, ouais. Et ça change vraiment tout. Oui, 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 oui. Vous avez un autre truc très simple. Votre conjoint vous attaque en vous disant des trucs pas sympas, quoi. Je sais pas, j'en peux plus vraiment quand tu... laisse traîner tes chaussettes. Quand tu laisses traîner tes chaussettes. Allez, d'accord. Je ne laisse pas traîner les chaussettes. Bon, bref. Alors, j'en peux plus quand tu laisses traîner tes chaussettes. Ça suffit. Ça fait sale. C'est toujours moi qui les ramasse. Et puis, ça fait du négligé dans l'appartement. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On répond pas. Grande respiration. Et ensuite, on dit à son conjoint, je t'entends me dire que vraiment, pour toi, c'est insupportable de voir mes chaussettes traîner. Parce que tu as le sentiment que ça fait négliger dans la maison. En plus, c'est toujours toi qui les ramasses et tu trouves que c'est ça. T'as-je bien entendu? Juste ça. Vous allez voir ce que ça va calmer les choses.
Et après, à mon avis, vous allez ramasser vos chaussettes aussi. Mais même si vous ne le faites pas, le simple fait d'avoir renvoyé à l'autre ce qu'il est venu vous dire, et de l'avoir renvoyé sans agressivité de votre part, alors que lui l'a envoyé avec agressivité, ça pose, ça calme, ça permet de passer à autre chose. Juste ça. Il faut arriver à le faire, mais à la respiration d'abord, parce que c'est vrai, c'est tellement pas évident parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça, et comme tu dis, le reptilien, tac, on sait. Donc il y a de la conscience, moi ce que j'entends là, il y a un choix, il y a de la conscience à mettre là-dedans. Et même si on ne réussit pas la première fois, c'est pas grave, continue, gardez ça en tête. Et vous entendez la voix de Guillaume, hein? Là, le prochain conflit, respire. Et alors une autre dimension du couple qui est très impactée, ou qui pourrait l'être, c'est la sexualité. Ah bah oui. D'abord, la sexualité... Et c'est ton domaine. C'est mon domaine. Qu'est-ce qui se passe avec le confinement en matière de sexualité? Eh bien rien. Il n'y en a plus. Voilà. En gros, hein, bon, on pourrait imaginer. Voilà, imaginons. On est sur une île déserte. Tous les deux, c'est super, on va pouvoir faire là pour toute la journée, toute la nuit. Et puis le confinement arrive, c'est-à-dire qu'on est sur une île déserte, concrètement, bon d'accord, on n'a pas tout à fait le même décor, mais quand même, c'est un peu la même chose, et puis hop, on ne fait plus tout l'amour. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une chute du désir. Pourquoi il y a une chute du désir? Parce que le désir est provoqué par la différence, par l'étranger, par ce qu'on ne connaît pas. On désire ce qu'on n'a pas. Vous n'avez pas le dernier iPhone, vous le voulez. Vous n'avez pas la dernière Mercedes-Benz super chouette avec toutes les options, vous la voulez, etc. etc. Eh bien, vous n'avez pas cet homme, vous n'avez pas cette femme, vous le désirez, ou vous la désirez. Mais justement, l'homme ou la femme que vous avez, ben, vous l'avez. Vous désirez moins déjà. Alors ça, c'est une mécanique normale. Habituellement, cette mécanique-là, elle est compensée par le fait que, justement, on va dans la rue, on va au bureau, on va faire des courses. Et quand on fait ça, on croise plein de personnes attractives. Toutes ces personnes attractives qu'on ne va pas avoir, avec qui on ne va pas avoir de relations sexuelles, mais toutes ces personnes attractives nous renvoient aussi de l'attractivité pour nous. Et alors, le désir, il monte. Et quand on rentre chez soi, si on est de bonne humeur, si on conjoint est de bonne humeur, on a du temps, tout ça, c'est la porte ouverte pour pouvoir faire l'amour si on veut, à condition d'éteindre la télé. Mais là, on n'a pas ça pour recharger. Alors, on ne peut pas recharger, ça diminue naturellement, ça diminue parce qu'on se connaît. Et toutes les difficultés, les préoccupations aussi qui tuent la libido. Le cerveau reptilien qui est là, qui est quasiment en commande tout le temps, dans lequel il n'y a pas tellement de désir. Et du coup, pas de libido. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut faire plusieurs choses. La première chose, et honnêtement, c'est pas compliqué, c'est de décider, on va faire l'amour, et on va, pour ça, créer du désir chez l'autre. Et ça, arrêtez, c'est facile. C'est facile. Je peux très bien être dans la cuisine, envoyer un SMS à ma femme qui est la pièce juste à côté, et lui dire ce qui m'excite chez elle. Par exemple, un SMS coquin, hein, on n'est pas obligé d'être ministre ou... Tout le monde a le droit de faire des SMS coquins. Hein. Et on peut très bien se les envoyer dans la maison. On peut décider de mettre de la jolie lingerie, par exemple, hein, si c'est ça qui marche, ou de se faire beau, spécialement pour une occasion chez soi. On peut décorer le soir la table avec des jolies chandelles, une nappe, et
puis sortir une bouteille de je sais pas quoi qui était au frais. Des jeux de rôle aussi. On peut se mettre dans des rôles. On peut se mettre dans des rôles. On peut prendre un bandeau, bander les yeux de son partenaire. Donc le jeu. Voilà. On peut lui lire à l'oreille des textes érotiques. Enfin, il y a plein de trucs qu'on peut faire. Simplement, il faut le décider. Ce qu'il faut, c'est se dire, le Covid n'aura pas ma sexualité avec mon conjoint. Et alors, je lutte contre ça et je décide de mettre de la charge érotique dans mon couple. Ça, honnêtement, c'est pas très compliqué. Ça suppose juste de le vouloir et ensuite de le mettre en œuvre. Donc c'est une attitude délibérée, c'est un positionnement intérieur. C'est ce qu'on appelle être en conscience. C'est-à-dire, je le fais parce que je l'ai décidé et quand je le fais, je sais que je le fais. C'est vraiment une décision, quoi. Et ça, c'est le premier niveau. La deuxième chose, c'est qu'il n'est pas absolument nécessaire d'être dans un désir terrible pour faire l'amour. On peut très bien aller voir son conjoint, le prendre dans les bras, le caresser, l'embrasser, et commencer tout doucement une relation sexuelle, sans être dans un désir énorme. Il ne faut pas s'inquiéter, hein. L'érection, la lubrification, tout ça, ça va fonctionner. C'est juste que on peut se donner rendez-vous pour faire l'amour. Tiens, on est vendredi, demain soir on fait l'amour. D'accord. On verra bien dans quel état on sera. Quand vous vous rencontriez, quand vous étiez si amoureux au tout début, vous habitiez pas ensemble, qu'est-ce que vous faisiez tout le temps? Vous donniez des rendez-vous. Allez, on se voit demain, ouais, demain je peux pas attendre, etc. Donner des rendez-vous et des lieux. Et quand vous faisiez ça, c'était pas pour faire l'amour peut-être. Bon, voilà. Alors, là on gagne du temps. C'était déjà prédéfini, prédéterminé, prémédité. Et bien là, faites pareil. Le fait d'être dans le même endroit n'empêche pas ça. Faut, encore une fois, hein, c'est tout au long, ce que moi j'entends, c'est vraiment cette décision. Les choses, ça se fait pas tout seul. Il faut, c'est comment en fait, en tant que couple, en tant que personne, quelle réponse on donne à cette... comment on répond à ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qu'on veut mettre? Qu'est-ce qu'on veut vivre? Remettre peut-être ça au goût du jour. Dans le temps du couple, c'est peut-être le moment aussi de remettre un projet de couple, revoir les valeurs, ce qu'on a envie de partager. Bien sûr, bien sûr. On parlait à l'instant de sexualité, et tu me parles du projet de couple. On peut faire des dialogues sur la sexualité. On peut se raconter son meilleur souvenir sexuel ensemble. On peut faire un projet sexuel. On peut faire un projet de couple. Donc, alors le projet de couple, c'est dans quoi on veut se projeter ensemble. Qu'est-ce qu'on veut faire en commun? Ça peut être acheter une maison, créer une entreprise. Ça peut être aussi changer la manière dont on se parle. Ça peut être aussi décider que quoi qu'il arrive, une fois par trimestre, on va prendre une semaine ensemble dans un endroit qu'on aime, en larguant les enfants et les parents. Enfin, il y a plein de choses. Ce qui est intéressant, c'est de voir pour mon conjoint comment il aimerait que le couple soit. Et moi, quand je me pose la question, comment j'aimerais que mon couple soit? Et après, on en parle ensemble. Et si on n'est pas d'accord sur quelque chose, on le met de côté. On en parlera une autre fois. Mais tout ce sur quoi on est d'accord, alors on l'écrit ensemble, on le construit, on fait quelque chose de joli avec ça. Et on l'affiche dans la chambre, et on le relit tous les matins, tous les soirs. Et les choses se produisent. Et la vie va dans le sens qu'on a décidé à partir du moment où on l'a décidé. Et tu disais,
tu disais que tu entendais la conscience, le fait de choisir, le positionnement, oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, il faut sortir de cette idée suivant laquelle, ça y est, je suis en couple, c'est fait. Bon, je m'occupe de quoi maintenant? Au dossier suivant. Non, c'est pas ça. Le couple, c'est une relation. Une relation, ça se construit, ça s'entretient. On revient dessus tout le temps. Souvent, les hommes me disent en thérapie, mais c'est bon, ma femme, c'est ma femme, je l'ai séduite, je ne vais pas recommencer à chaque fois que je veux faire l'amour, quoi. Eh bien si, justement. C'est ça l'histoire. Il faut recommencer. Il ne faut pas la séduire une fois et puis ensuite vivre avec elle. Il faut la séduire tous les jours. Et les femmes, c'est pareil, hein. Elles aussi, il faut qu'elles séduisent leur homme. C'est un travail. C'est une vocation. Ça dépend de là où vous mettez le couple dans vos priorités. Est-ce que, un autre exemple, tout simple. Combien de fois les gens me disent moi, je travaille beaucoup. Ah bon? Et alors, pourquoi? Ben parce que c'est très important pour moi, je veux bien gagner ma vie, avoir une carrière professionnelle réussie, etc., etc. Alors, vous savez, si vous voulez une carrière professionnelle réussie, il y a un truc qui est super, c'est travailler beaucoup. Ça marche. Par contre, votre couple... Mais si vous voulez un couple réussi, eh bien, il faut travailler aussi. Ça ne se fait pas tout seul. Si vous voulez une sexualité réussie, il faut vous en occuper. C'est pas... ça tombe pas du ciel, quoi. Je suis en train de regarder la caméra. Je sais pas si ça continue de tourner. Alors... oui, alors on a parlé beaucoup de confinement, mais le déconfinement, c'est aussi un processus. C'est pas si évident que ça. Je crois que ça demande aussi à prendre la mesure de ce que c'est. Oui. Après le confinement vient le déconfinement. Après la pluie, le beau temps. C'est ça. Sauf que ça ne sera jamais comme c'était avant. Parce que justement, on a vécu cette épreuve. Alors, imaginons que le confinement soit très douloureux pour les couples, c'est un peu ça dont on parle quand même depuis le début. Qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui peut se passer au moment du déconfinement? Le risque du déconfinement, c'est quoi? C'est d'avoir accumulé tellement d'exaspération, de colère, d'énervement, tout ça, que tout ça sort violemment au moment du déconfinement et que, sans réfléchir, on décide de mettre fin à ce couple. Alors, pourquoi pas? Un couple, ça peut s'arrêter. Une relation, ça peut s'arrêter. Mais c'est mieux quand ça s'arrête pour de bonnes raisons. Autrement dit, au moment du déconfinement, l'appel d'air est très important. On a très envie de partir, de faire autre chose, d'aller ailleurs, de voir d'autres gens, peut-être de trouver un nouvel amant ou un nouvel amoureux. À ce moment-là, moi, mon conseil, c'est de se poser, de faire le point, de voir quelle est la part de tout ce que j'ai vécu de désagréable au confinement en couple qui est liée à la situation elle-même et pas spécifiquement à la personne avec qui je vis. Et puis après, se dire, bon, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de continuer. Si la réponse est j'ai envie de continuer, à ce moment-là, revenir vers son conjoint et lui dire, moi je suis d'accord pour continuer avec toi, même j'en ai envie, mais ce que je veux pas, c'est que ça soit comme c'était. Donc, changeons notre manière d'être. Voyons comment reconstruire notre relation. Et tout ça, je l'aborde dans un autre ouvrage qui s'appelle Déconfiner sans se déchirer, que j'ai aussi publié au moment du premier déconfinement. Je n'imaginais pas qu'il y aurait d'autres déconfinements ensuite, et qui vraiment donne une méthode structurée qui est extrêmement basée sur la thérapie relationnelle Imago, dont on a déjà parlé. Cette méthode structurée pour rebâtir les fondements du couple, les fondements de notre couple. À commencer par pourquoi on est ensemble, par exemple. Pourquoi on est ensemble? Vous avez la réponse dans cet ouvrage. Savoir comment ça se fait
je sois avec cet homme-là, cette femme-là, et pas avec quelqu'un d'autre. Il y a une raison. Il y a une raison, et cette raison, vous pouvez la trouver là. Et ça peut vous dire, bon, ben ça vaut la peine, alors je continue. Si c'est ce que vous voulez, vous pouvez aussi vous séparer. Ah oui. On a parlé de choix ici, hein, de décision. C'est sûr que l'intention, enfin, pour toi d'avoir écrit ce guide, de réussir le confinement en couple, et moi de faire des entrevues comme celles que je fais, c'est de donner les informations, de passer des éléments pour que les personnes qui veulent, parce que il y a beaucoup de couples qui ne veulent pas se séparer, mais ils n'ont pas les moyens, ils savent pas, ils sont désemparés, ils savent pas comment faire. Et il suffit de leur proposer des méthodes, des façons de faire, et eux aussi, quand on n'y arrive pas, moi je pars toujours du principe qu'il faut se donner les moyens. Il ne faut pas hésiter non plus à se faire accompagner, aller voir. Oui, bien sûr. Parce que là, on parle de tout ce que vous pouvez faire à votre niveau, à l'intérieur de votre couple pour que ça aille mieux. Maintenant, il faut quand même reconnaître que ces techniques que je présente dans ces deux ouvrages sont des techniques thérapeutiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en général, elles sont employées quand même avec un accompagnement. N'hésitez pas à les essayer directement chez vous. J'ai reçu de très nombreux témoignages lors du premier confinement et du premier déconfinement de couples qui ont vraiment lu ces ouvrages et fait exactement ce que je disais, et qui m'ont vraiment dit ensuite à quel point ça avait changé leur relation. Donc ça marche, vous pouvez y aller. Maintenant, il y a aussi des situations particulièrement douloureuses, très difficiles à vivre. Je ne sais pas, les liaisons extra-conjugales par exemple, c'est très destructeur en termes de relations. Ou d'autres choses, la violence, plein d'autres situations où simplement se sentir vraiment dans une impasse à un moment donné, là il faut aller voir un thérapeute de couple. Oui. Il ne faut pas hésiter. Dans la thérapie de couple, souvent les gens ont peur qu'on aille trop loin dans le passé, qu'on aille revoir des vieux trucs. Ils n'ont pas envie de se pencher sur tous ces machins. Alors il faut que vous sachiez un truc, c'est que dans la thérapie de couple on le fait assez peu ça. En fait, en thérapie de couple, on travaille sur les situations, sur comment résoudre le moment venu. Et puis on responsabilise, comme tu l'as fait, on responsabilise les deux partenaires pour qu'ils s'y mettent, quoi, que vraiment ils cherchent à changer leur relation. Et puis on parle un peu du passé, mais pas tant que ça. On n'est pas dans la psychanalyse, hein, c'est pas du tout la même chose. Je dis parce qu'il y a beaucoup de réticence à ce niveau-là. Et l'autre chose que je voudrais vous dire sur la thérapie de couple, c'est que moi, combien de fois, je regrette que les couples qui viennent me voir ne soient pas venus plus tôt. Bien souvent, ils arrivent au moment où ils sont à la limite de la séparation. Non, intervenez avant. Il y a des signaux avant-coureurs quand même. Donc, voilà, c'est quand même mieux de se faire accompagner. Quelquefois, 2-3 séances suffisent et hop, ça repart. Hein. On ne sait pas. Voilà. Parce que quand l'amour est là, même si ça peut se retrouver enfoui, et il suffit de déblayer un peu et hop, il y a quelque chose qui... Voilà, une flamme qui se réallume tout simplement. Oui, absolument. Ben écoute, on pourrait rester des heures hein, à parler, tellement il y a de choses à dire, mais je te remercie infiniment pour... tu nous as partagé beaucoup de pépites, et je rappelle que le guide, le petit guide du confinement en couple réussi, il est à télécharger gratuitement. Je mettrai le lien dans les commentaires, donc profitez-en, surtout allez-y, c'est juste, voilà, faites-le et vous allez voir. Moi j'ai trouvé ça extraordinaire, et même j'ai à rajouter que même si vous êtes célibataire, moi je vous recommande quand même de
de lire ce guide-là, vous regardez la table des matières parce que moi je parle beaucoup de préparation, se préparer à la vie amoureuse. Et le fait d'avoir toutes ces informations, il y a la vision du couple, il y a plein de choses, c'est se préparer, surtout si on a été en couple avant aussi. Ça aide énormément, c'est pas que pour les couples. Donc, n'hésitez pas. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le guide aussi, c'est que tu as fait des mises en pratique. Donc, c'est pas juste ce énième lecture, c'est pas de la théorie, parce que il n'y a pas de transformation sans passage à l'action. Ça ne se fait pas tout seul. Il faut y aller, faire le job. Faire le job. Faire le job. Donc, et puis, le deuxième guide que j'ai là d'ailleurs. Je ne l'ai pas encore lu, je viens de l'avoir, c'est le deuxième, Déconfiner sans se déchirer. Donc c'est à vous de voir si vous voulez vous le procurer. Celui-là, on peut l'avoir à... Alors on peut aller sur le site web Le Temps du Couple, qui est mon site, Le Temps du Couple avec des traits d'union à la place des espaces. C'est là qu'on peut trouver letempsducouple.fr. C'est là qu'on peut trouver le petit guide à télécharger gratuitement, qui est téléchargeable gratuitement, qui a déjà été consulté par plus de 7000 personnes quand même. Et puis on peut aussi acheter sur Le Temps du Couple Déconfiner sans se déchirer. La version au format électronique coûte 10 €, c'est pas excessif. Et si vous voulez la version brochée en papier, un vrai livre, alors là il faut aller sur Amazon, qui est le seul site qui me permet de faire ça en auto-édition. Et là ça coûte 15 €, je crois. Voilà. Voilà, super. Mais écoute, merci beaucoup. Et moi, j'ai envie de terminer sur ces phrases de du guide, ce confinement. Je vais juste le retrouver sur mon... Voilà. Alors, c'est ta conclusion et c'est vraiment la toute dernière phrase et nous allons conclure avec: n'oublions pas que chaque jour est un cadeau qui nous est donné pour que nous en fassions le meilleur usage pour nous et nos proches. Toutes ces petites secondes qui s'écoulent, nous ne pouvons ni les stocker, ni les réutiliser plus tard. C'est maintenant qu'il faut en profiter. Allons-y. Allons-y. Voilà, j'ai trouvé que c'est très bien de terminer là-dessus. Est-ce que tu veux un mot de la fin? Non, let's go. Let's go. Donc voilà, moi je vous invite à passer à l'action. Si vous êtes vraiment à propos de transformer votre relation, à passer à l'action, prenez, regardez ce qui a résonné pour vous et demandez-vous quel est le plus petit pas pertinent que vous pouvez faire dès maintenant. Pour faire un pas vers la relation amoureuse à laquelle vous aspirez vraiment. Et partagez autour de vous, partagez. C'est très important. Plus il y aura de personnes qui auront ces informations, mieux c'est. C'est pour ça que Guillaume et moi-même faisons ce que nous faisons, et toutes les autres personnes d'ailleurs. Donc, merci infiniment. Et Guillaume, merci infiniment d'avoir de nous avoir consacré ce temps. Et quant à vous, mes chers lovers, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter et à très bientôt dans une autre rencontre. Allez, bye bye. Ciao.